Aujourd'hui, pour le 31 octobre, le jour d'Halloween, je vous ai préparé quelque chose de spécial. Quoi de mieux pour célébrer ce jour si particulier que de plonger dans l'horreur, le bizarre, le terrifiant, avec la présentation de 5 comics qui vont vous faire frissonner de plaisir. Petite précision quand même, ce n'est pas un top 5 de mes lectures horrifiques préférées, bien évidemment. Il y en existe beaucoup trop. C'est plutôt 5 lectures que j'ai fait assez récemment qui m'ont marqué et que j'ai retenu pour cette période si particulière. Bref, si vous êtes prêts pour des cauchemars sur papier, accrochez-vous, c'est parti. On commence avec une histoire qui fait froid dans le dos. Une histoire avec sa créature étrange, la Goule dans La Nuit de la Goule de Scott Snyder et Francesco Francavilla. Un beau récit complet en un seul tome, sorti déjà il y a quelques mois chez Delcourt, mais du coup, qu'est-ce que cela raconte? Dans La Nuit de la Goule, l'intrigue suit Forrest Inman, un cinéphile qui met la main sur une copie perdue d'un film d'horreur légendaire, La Nuit de la Goule, réalisé par un mystérieux cinéaste des années 30. Cette découverte l'entraîne avec son fils dans une enquête pour retrouver le réalisateur dont les films cachent une réalité bien plus sinistre. Ce qui commence comme une simple recherche se transforme vite en cauchemar où se mêlent passé et présent. Le thème central du comics est celui du mal qui transcende les époques, représenté par la Goule, une créature monstrueuse issue de la mythologie orientale, dotée d'une soif insatiable de chair humaine et d'un pouvoir d'immortalité. Snyder, le scénariste, joue avec les codes de la malédiction et du film maudit, ce qui rend hommage aux classiques de l'horreur tout en y ajoutant une touche contemporaine. L'obsession pour le passé, le mystère entourant les secrets de la création artistique et l'horreur du mythe qui prend vie sont autant de thèmes qui enrichissent La Nuit de la Goule. À mesure que le récit progresse, l'œuvre prend des allures de thriller psychologique où l'obsession de Forrest pour le film maudit et ses échanges avec le réalisateur le mène au bord de la folie. La frontière entre fiction et réalité devient floue, avec l'idée que ce film maudit pourrait bien avoir un pouvoir tangible capable d'influencer le monde réel. Les indices se multiplient et Forrest doit reconstituer le puzzle tout en affrontant ses propres peurs et les mystères de la Goule. Et ça marche vraiment bien. Snyder nous plonge dans un récit horrifique haletant où parfois on se retrouve un peu perdu, mais justement, c'est ce qu'on aime quand on est fan de mystère. Et puis parlons du dessin. Francesco Francavilla, connu pour son talent dans les ambiances sombres et expressionnistes, fait un travail remarquable ici. Son style, très influencé par les films de série B et le cinéma noir, capture parfaitement l'atmosphère oppressante et inquiétante de l'histoire. Les pages alternent souvent entre le présent, en couleurs plus sombres et réalistes, et les passages se déroulant dans le film La Nuit de la Goule, rendu dans des teintes noires et blancs, granuleuses, simulant l'aspect des pellicules anciennes. La Nuit de la Goule est un comics d'horreur qui rend hommage au cinéma classique, tout en offrant une réflexion sur les liens entre réalité et fiction. Bien évidemment, c'est un récit qui plaira aux amateurs de récits avec des mythes, mais aussi de cinéma classique, mais qui saura aussi satisfaire ceux qui recherchent une histoire immersive et bien rythmée, teintée de mystère et de surnaturel. Une histoire, comme je vous le disais, en un seul tome à retrouver chez Delcourt. Les fêtes foraines et parcs d'attractions sont toujours des lieux incroyables pour les maisons hantées. Mais imaginez que tout le parc d'attractions est tenté. C'est l'histoire du comics Dark Ride de Joshua Williamson et André Bressan. Alors, hanté, pas vraiment. Arthur Dante, le fondateur de Devilland, est un homme au passé obscur qui aurait, selon des rumeurs, fait un pacte avec des forces surnaturelles pour assurer le succès de son parc. Devilland est alors un lieu unique, pensé pour être la quintessence de la terreur et attirer tous ceux qui recherchent des sensations fortes. Depuis sa création, le parc connaît un succès immense, ce qui semble bizarrement dû à des phénomènes paranormaux ou à une malédiction dont les origines restent floues. C'est ce mystère qui, en partie, nourrit la popularité du parc. L'intrigue se densifie lorsqu'un nouvel employé, un jeune homme nommé Owen, fait son entrée dans le parc. Il est un fan inconditionnel de Devilland et nourrit des rêves de travailler dans cet endroit qu'il considère comme le summum de l'horreur. Mais en prenant son poste, il commence à découvrir des événements étranges et inquiétants, notamment des disparitions inexpliquées, des zones interdites et des rumeurs selon lesquelles le parc serait hanté par des entités maléfiques. Owen devient rapidement une sorte de protagoniste involontaire, pris dans un engrenage de mystères et de dangers qui le dépassent. Le scénario soulève des questions fascinantes sur l'héritage familial et le poids des secrets. Les enfants d'Arthur, Sam Hain et Halloween, ouais, ils ont clairement ces noms-là, même s'ils ne sont pas impliqués directement dans les actes de leur père, se trouvent contraints de porter cet héritage qui semble les poursuivre comme
une malédiction familiale. Décidément, il y a beaucoup de malédictions dans cette vidéo. La question de la fascination pour l'horreur et l'attrait du public pour le morbide est aussi centrale. Devilland représente en quelque sorte la monétisation de la peur humaine, une réflexion sur la manière dont les gens sont prêts à payer pour être effrayés tout en ignorant que la terreur qu'ils consomment est bien réelle. Côté dessin, parlons-en quand même. André Bressan propose un travail très qualitatif. Il m'avait déjà plutôt impressionné sur Birthright, et là, ça marche tout autant. En somme, Dark Ride présente un scénario riche et complexe. Un scénario qui mêle les éléments horrifiques classiques, tout en les mêlant avec les sujets du divertissement et de la famille. Le lecteur est happé par l'atmosphère oppressante de Devilland, tandis que le scénario se déploie lentement pour révéler de secrets de plus en plus sombres. Avec Dark Ride, Joshua Williamson arrive totalement à captiver les gens. Avec un récit au final très horrifique, mais profondément humain, qui au-delà des frissons, touche des thèmes universels. Et c'est poussé à son maximum avec à la fin la carte du parc d'attractions. Et ça, c'est un bonus que j'ai trouvé génial. Je trouve ça super intéressant. Nous sommes, à l'heure où cette vidéo sort, à 2 tomes sur 3 sortis chez Delcourt. Le 3e arrive très bientôt et j'ai finalement très hâte d'aller le découvrir pour avoir toute la finalité de cette histoire. Et si vous aussi vous souhaitez découvrir les sombres secrets de Dark Ride, eh bien c'est dispo chez Delcourt. Continuons nos lectures horrifiques avec quelque chose de plus récent puisque c'est sorti ce mois-ci même chez Urban Comics. Je vais bien évidemment parler de Dracula. Un Dracula qui, comme vous le voyez, ouvre le bal de la nouvelle gamme Monster chez Urban Comics, le tout dans un bel écrin avec la gamme Urban Comics grand format. Franchement, l'édition, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. L'intrigue prend directement place dans un Londres d'entre-deux-guerres. On y découvre un mystérieux personnage provenant de Transylvanie, Renfield. Ce dernier vient d'arriver au sein de l'asile du Dr Seward. Il aurait vraisemblablement assassiné de manière effroyable tout un équipage. Mais ce dernier maintient que ce n'est pas lui, mais bel et bien son maître. Bien évidemment, le psychiatre n'en croit rien, le pensant fou, voire même atteint d'un mal mystérieux, et espère le guérir assez rapidement. Mais il ne se doute pas que Renfield dit vrai, et que ce mystérieux maître va faire rapidement son apparition, et vous vous en doutez, c'est bien évidemment Dracula. Ce comics Dracula réinvente le film de Todd Browning qui lui-même s'inspirait du roman de Bram Stoker. Donc en soi, c'est très classique pour ceux ayant déjà lu ou vu l'œuvre culte, surtout que cela se fait en seulement 128 pages, donc on ne retrouve pas tous les éléments de l'œuvre originale. Pourtant, la proposition est folle. Tynion Force se démarque par le développement de ses personnages et notamment de Renfield, qui s'éclaircit tout au long de l'histoire et qui en devient clairement le personnage principal de cette histoire. Mais là où l'œuvre se démarque vraiment, c'est dans sa partie graphique de Martin Simons. Il est proche de peintures d'époque avec peu de couleurs, tout en utilisant bien évidemment cette couleur rouge omniprésente dans le récit. Son style colle parfaitement au thème morbide du récit et offre une claque graphique à chaque page tournée. Dracula, pour moi, remplit sa promesse de nous délivrer l'histoire du monstre sûrement le plus emblématique de la pop culture. Même s'il omet beaucoup de détails par rapport à l'œuvre originale, la proposition est soignée et permet à chacun de trouver son compte. Une proposition alors osée à découvrir bien évidemment chez Urban Comics, toujours dans ce grand format, je le répète, c'est magnifique. Et justement, restons sur le grand format d'Urban Comics et aussi avec une lecture récente puisque c'est Le Déviant qui est aussi scénarisé par James Tynion Force. Un récit qui, comme vous le verrez, va faire la transition parfaite entre Halloween et Noël. Et croyez-moi, vous allez vite comprendre pourquoi. 1972, Milwaukee. Alors que la neige tombe à gros flocons, un père Noël avide de sang commet des atrocités imaginables sur des adolescents. 50 ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté interviewe ce soi-disant tueur déviant qui, après des décennies derrière les barreaux, continue de clamer son innocence. Sauf que ces faits horribles semblent maintenant, 50 ans après, se répéter. Avec encore Tynion Force au scénario, l'expert de l'horreur et des mystères nous propose encore une fois un récit qui tient totalement ses promesses. Alors qu'à chaque fois on croit trouver la clé du mystère, il n'en est rien, et il nous rajoute encore plus d'énigmes pour nous tenir en haleine. Rien à dire, c'est clairement très bien écrit, et là on pourrait s'attendre avec un slasher à voir de la violence gratuite, certes,
Il y en a parfois, mais ça passe plutôt bien, et c'est vraiment bien dissimulé dans toute l'œuvre. Le style graphique de Joshua Hewson est à lui seul une œuvre d'art. Les dessins sombres et angoissants capturent parfaitement l'atmosphère glaciale et oppressante de l'histoire. Les scènes de violence, comme je le disais, ne sont jamais gratuites, mais toujours marquées par une intensité psychologique qui vous met très mal à l'aise. Les couleurs froides renforcent ce sentiment d'isolement, alors que chaque page semble chargée de suspense. Le Déviant est clairement le meilleur compromis entre un récit d'Halloween et de Noël. Bon, même si bien évidemment, c'est beaucoup plus porté horrifique. C'est pour moi un slasher qui fonctionne d'une manière si fluide qu'on en devient limite accro. On a envie finalement que d'une seule chose, c'est d'aller découvrir le tome 2 qui sort en début d'année prochaine chez Urban Comics. Finalement, James Tynion nous plonge dans nos retranchements et nous invite à réfléchir sur notre société et réfléchir à ce qui peut être déviant ou non. C'est pour moi une masterclass que je recommande chaudement à tous les fans du genre, et en plus c'est encore une fois sorti dans cette merveilleuse édition Urban grand format. Franchement, je vous la conseille fortement. On termine avec ce que je considère mon comics d'horreur préféré. Bon, j'avoue, je vous ai dit que ce n'était pas un top, mais bon, j'étais obligé de parler de ce comics qui pour moi est un classique du genre et qui, je pense, mérite encore plus de visibilité. Je parle bien évidemment de Gideon Falls. Gideon Falls, c'est une série de comics écrite par Jeff Lemire et illustrée par Andrea Sorrentino, un duo qui a énormément collaboré ensemble, et personnellement, je les ai découverts sur Green Arrow. La série s'étend sur 16 numéros, publiés de 2018 à 2020, et combine des éléments de mystère, d'horreur et de drame psychologique dans une narration complexe et captivante, comme les deux adorent faire. L'histoire tourne alors autour de deux personnages principaux, Norton, un jeune homme obsédé par la collecte de morceaux de bois provenant de la mystérieuse ferme de Gideon, et le shérif de la ville qui enquête sur une série de meurtres liés à ce même lieu. Avec ce récit, Lemire fusionne avec habileté différents genres, l'horreur, le thriller psychologique et la science-fiction, en injectant une forte dose de mythicisme et de surnaturel. Ce mélange de genres donne à Gideon Falls un ton unique qui rappelle certains récits de Stephen King où le surnaturel et l'horreur psychologique se mêlent dans des villes qui semblent vivre sous la menace constante d'une force invisible. En se concentrant sur les effets psychologiques des événements surnaturels sur les personnages, Lemire transcende le simple cadre de l'horreur en faisant une étude sur l'obsession, la foi et la folie. Et puis, que dire des dessins? Le travail d'Andrea Sorrentino est tout simplement époustouflant. Son style artistique, souvent sombre et expressif, renforce l'atmosphère d'angoisse et de mystère. Les compositions visuelles sont intelligemment conçues et l'utilisation des couleurs et des ombres accentue la tension et le malaise. Les transitions entre les scènes sont fluides et les pages sont souvent agencées de manière à créer une dynamique visuelle qui soutient la narration. On est vraiment dans une osmose parfaite entre le scénariste et le dessinateur. Pour moi, Gideon Falls est un récit qui repousse les limites de la narration graphique. Avec son mélange d'horreur, de drame psychologique et de mystère, il parvient clairement à nous troubler en nous proposant finalement plusieurs pistes de lecture différentes. Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ont clairement pour moi inventé une œuvre qui mérite d'être lue et relue, offrant à chaque lecture une vision différente et une lecture différente des mystères de Gideon Falls. Dites-vous que j'ai dû lire au moins 3 fois Gideon Falls depuis sa sortie, et à chaque fois, j'en fais une interprétation différente. Et si vous aussi vous souhaitez faire votre propre interprétation de Gideon Falls, sachez que c'est dispo dans la collection grand format de chez Urban Comics en 2 tomes de très très beaux bébés. C'en est fini pour cette sélection de 5 comics horrifique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme quoi, les comics, ce n'est pas que du super-héros. Bien évidemment, des récits d'horreur, il y en a plein d'autres, des récits qui nous ont marqués ou non, je pense à The Walking Dead, des récits beaucoup plus récents comme World Tree, qui est sorti chez Urban Comics ce mois-ci aussi. Mais je ne peux malheureusement pas tout présenter, et surtout, je ne peux pas tout lire. Mais je vais vous faire participer, vous, dans cette vidéo. Alors pour vous, quel est votre top 3 des comics horrifiques que vous avez lus? Si cette vidéo spéciale en l'occasion d'Halloween vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo et à la partager sur vos réseaux. En conclusion, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je n'ai que 2 choses à vous dire, lisez des comics, et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, à bientôt, et joyeuses fêtes d'Halloween!